Bonjour, merci à vous de me recevoir et je dois dire que c'est avec grand plaisir que je parle de nouveau sur Radio Courtoisie puisque ma première interview médiatique quand j'avais 19 ans pour parler du Kosovo à l'époque, c'était sur Radio Courtoisie. Donc un grand bonjour à toute votre équipe, à Pierre-Alexandre Bouclé et à bien sûr tous vos auditeurs. Bah, on est ravis de vous retrouver et puis moi je suis ravie donc de faire perdurer cette tradition maintenant presque de vous recevoir. Eh ben oui, ça fait 20 ans, donc le temps passe vite, hein. J'étais plus jeune, mais à l'époque, on ne filmait pas. Alors malheureusement, j'ai que les traces audio de ces passages, mais c'était très agréable à l'époque. Je suis certain que j'ai vu qu'en tout cas, vous êtes beaucoup développé ces derniers temps et c'est très bien pour la réinformation et pour tous vos auditeurs qui méritent ce programme de qualité. Bah, merci. Et d'ailleurs, chers auditeurs, je rappelle que nous attendons vos dons pour pouvoir faire perdurer ce programme. Vous l'avez entendu, nous recevons Arnaud Gouillon depuis plus de 20 ans. Si vous voulez qu'on le reçoive pour 20 ans encore, eh bien, à vous de jouer. Et d'ailleurs, ces enregistrements, vous pouvez vous les procurer en écrivant à la radio, n'hésitez pas. Ou même sur le site internet, suffit de payer 5 euros, vous avez Voilà. accès à toutes les archives. Ah, je vous ai Alors, permis de faire une belle publicité là, vous. Voilà. mais, Merci Arnaud Gouillon, à bientôt. ouais. Arnaud Gouillon, on a donné tout à l'heure votre titre. Est-ce que quelle est exactement la mission que vous remplissez quelles sont les fonctions que vous occupez? Qu'est-ce que vous faites? Bien, alors peut-être pour me présenter brièvement à mes auditeurs, enfin en tout cas à ceux qui ne m'ont pas écouté il y a 20 ans, je suis le fondateur de l'association française reconnue d'intérêt général Solidarité Kosovo, qui vient en aide aux Serbes du Kosovo. Donc ce sont des populations chrétiennes opprimées sur leur terre, qui étaient majoritaires il y a encore un siècle au Kosovo, qui sont devenues minoritaires, qui représentent aujourd'hui environ 5% de la population. Et donc, cette association, je l'ai créée à 19 ans, suite au pogrom anti-chrétien de mars 2004. Suite à ça, en développant les projets en Serbie même, j'ai obtenu la citoyenneté au mérite en 2015. Et j'ai été ensuite, puisque je vis en Serbie depuis 2012, j'ai été nommé secrétaire d'État à la diaspora et aux Serbes des Balkans en 2020. C'est un poste au ministère des Affaires étrangères de Serbie. Ensuite, j'ai été élu député en 2023 en Serbie et j'ai été nommé l'année dernière au poste que j'occupe actuellement, qui est en fait un bureau gouvernemental. Donc, je suis rattaché au Premier ministre en charge de la diplomatie publique et culturelle. En France, c'est ce qu'on appellerait ça un ministre délégué rattaché au Premier ministre. Voilà. Donc, et mon objectif et mes tâches, ce sont de représenter la Serbie et les intérêts serbes à l'étranger, de permettre aux journalistes étrangers également de venir en Serbie et de découvrir le peuple serbe, ses traditions, sa culture, et d'organiser des événements culturels un petit peu de partout. On a eu par exemple à Washington l'année dernière un festival du film serbe qu'on a donc développé dans la capitale des États-Unis. Nous avons eu au mois de novembre à Paris une magnifique exposition à l'UNESCO sur justement les monastères serbes du Kosovo. Nous avons organisé des documentaires pour la Russie, pour la Chine, mais aussi pour l'Autriche, où nous avons organisé des expositions d'art moderne. Donc voilà, nous réalisons des projets sur toute la planète, sans discrimination aucune, tant à l'Est qu'à l'Ouest. Parce que la Serbie est un pays qui travaille avec tout le monde et qui suit une politique de neutralité internationale et qui donc regarde ses intérêts nationaux tant au point de vue économique que militaire, mais aussi, ce qui est mon cas, au niveau culturel. Alors, puisque vous parlez des intérêts de la Serbie, justement, quelle est la position de la Serbie au sein de l'Union européenne ou juste à côté de l'Union européenne? Alors la Serbie est sur la voie européenne, on pourrait dire depuis presque 25 ans, puisqu'en réalité la démarche européenne de la Serbie a commencé dans les années 2000, même si formellement ça a été en 2008 avec d'abord un accord de stabilisation et d'association qui a été signé, en 2009 avec un dépôt de candidature, en 2012 avec enfin le statut de candidat, etc. Là, ça continue donc depuis des années. À l'heure actuelle, bon, pour parler dans un langage bureaucratique apprécié de Bruxelles, il y a 22 chapitres qui ont été ouverts sur 35 pour donc, ce qui concerne l'acquis communautaire. Il y a une nouvelle démarche d'élargissement maintenant qui est composée de clusters. Il y en a 6. Pour en ouvrir un, il faut que tous les pays se mettent d'accord. Bon, c'est très compliqué. C'est très ennuyant. Donc, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Euh, la Serbie est un pays dans les Balkans qui n'a plus d'accès à la mer depuis 2006, depuis que le Monténégro s'est détaché après son indépendance, qui est entouré de pays de l'UE et de l'OTAN.
et qui réalise forcément, par la force des choses, 64% de ses échanges économiques avec les pays membres de l'UE, avec les 27. Donc, voilà. Pour des raisons logiques et géographiques, la Serbie est sur cette voie européenne. La vraie question qui se pose, c'est quels sont les critères désormais, en plus de ces critères administratifs, bureaucratiques que j'ai mentionnés en ce qui concerne l'acquis communautaire et les chapitres, quels sont les critères pour accéder à l'UE? Est-ce que ce sont des critères de méritocratie liés aux réformes qui peuvent être mises en place? Alors je sais que parfois en France, on pense que l'UE, c'est le diable incarné. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Il y a quand même des choses positives qui peuvent être mises en place dans d'autres pays. Mais en revanche, ce qui nous pose un problème ici en Serbie, c'est qu'on voit de plus en plus un deux poids, deux mesures et surtout des critères idéologiques qui sont mis en place derrière des grands mots qui sont nobles sans doute, comme l'état de droit, la liberté de la presse et des choses comme ça, en fait se cachent des critères idéologiques où on veut faire passer des messages au pays et donc à la population. La Serbie n'est pas un pays woke, la Serbie est un pays traditionnel qui tient à ses valeurs, à son identité, à sa foi chrétienne, orthodoxe. Et c'est vrai que certains messages envoyés euh, depuis l'UE jusqu'au peuple serbe ont un peu de mal à passer. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu étrange où à la fois on a des intérêts économiques et géographiques à rejoindre cette Union européenne, mais d'un autre côté, le peuple serbe ne souhaite pas renier ce qu'il est et ne souhaite pas, et ça va peut-être être un des thèmes que nous allons aborder, renier sa souveraineté sur le territoire du Kosovo-Metochi, qui est le cœur historique de la nation serbe. Et certains pays de l'UE en font une condition sine qua non pour l'accès à l'UE, c'est-à-dire renier le Kosovo et vous rentrerez dans l'UE. Et le peuple serbe et les dirigeants serbes, et Aleksandar Vučić, le président en premier, le dit, nous ne renierons jamais le Kosovo, et quoi qu'il advienne, et quelles qu'en soient les conséquences. Alors, On va pouvoir reparler du Kosovo, j'imagine, et puis Richard, j'arrêterai de vous couper ensuite. Vous avez parlé de cette politique de neutralité à laquelle vous êtes assez attaché, Arnaud Gouillon. Est-ce que actuellement, vous considérez que c'est justement cet aspect woke de l'Union européenne qui vous incite à conserver cette position? On imagine que l'Europe, de son côté, aimerait peut-être une prise de position plus tranchée de votre part. Et actuellement, on a bien compris que c'était pas le cas. Est-ce que ça le serait si jamais l'Union européenne n'était pas en opposition avec ces valeurs serbes dont vous nous avez parlé? Alors je crois qu'en ce qui concerne en tout cas la partie politique de l'Union européenne, de la Commission, leurs demandes sont surtout d'ordre géopolitique à l'heure actuelle. En ce qui concerne la politique internationale de la Serbie, et la Serbie a un gouvernement, a un ministère des Affaires étrangères et donc suit sa propre politique en matière d'affaires étrangères et ne rejoint pas systématiquement toutes les demandes de l'UE sur ces questions-là. Il faut savoir que la plupart des pays qui sont sur la route, sur la voie européenne, comme la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro et d'autres, sont 100% en accord avec toutes les décisions prises à Bruxelles. Donc ils ont, voilà, là, c'est coché la case, vous suivez ce que l'UE préconise en termes de politique étrangère. La Serbie n'est pas membre de l'UE et est un pays souverain, indépendant, qui suit sa propre voie. Nous sommes à peu près à 45%. C'est la raison pour laquelle la Serbie est le seul pays en Europe à ne pas avoir imposé de sanctions contre la Fédération de Russie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est contre les intérêts nationaux de la République de Serbie. Et nous n'avons pas intérêt à le faire. Et depuis plus de 3 ans maintenant, les pressions sur la Serbie, sur le gouvernement et sur le président sont énormes, mais c'est un choix qui a peut-être des conséquences, mais en tout cas qui est assumé. En ce qui concerne les valeurs, pour en revenir à votre question, ça se fait de manière plus insidieuse. Hein. Ce n'est pas une demande politique, mais c'est vrai que l'on voit beaucoup d'ONG financées justement par l'UE, mais aussi par des fonds comme le fonds de George Soros, qui développent ici des discours qui sont ahurissants même en Occident, mais vous pouvez imaginer en Serbie, qui est un pays traditionnel, on en est très loin. Et donc, il y a une véritable lutte idéologique qui a lieu ici aussi sur ces questions-là.
Et on l'amène parce que je crois que c'est une lutte civilisationnelle qui dépasse uniquement notre petit cadre. Et d'autres pays l'amènent aussi, comme la Hongrie, comme la Slovaquie. Beaucoup de Français aussi sont d'accord avec ces idées-là. Beaucoup d'Américains également. On voit même d'ailleurs aujourd'hui le président des États-Unis qui s'est ouvertement opposé à ces valeurs-là, à ces idéaux. Mais il faut savoir que le président Vučić a été le premier à dire clairement, et bien avant la victoire de Donald Trump, ce qui a permis à d'autres ensuite de suivre la voie, de dire non, la Serbie est un pays traditionnel qui respecte des valeurs familiales et traditionnelles. Et le wokisme n'a pas sa place en Serbie. Et ça demandait un Et, courage certain. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je l'ai soutenu ensuite au moment des élections, pour que la Serbie continue dans cette voie-là. alors, le président Vučić, justement, vient d'interrompre un voyage aux États-Unis parce qu'il était malade. Il devait rencontrer Trump. Sa visite s'est interrompue juste avant. D'abord, comment va-t-il? Et ensuite, est-ce que il va pouvoir aller poursuivre son voyage international et aller maintenant en Russie? Oui, alors le président Vučić a eu un malaise lors de son déplacement aux États-Unis. Il devait rencontrer Donald Trump. Ça a été malheureusement annulé. Il est rentré en urgence à Belgrade où il a été hospitalisé. Il va mieux et il devrait reprendre ses activités, commencer à reprendre ses activités dès demain. Nous espérons qu'il sera remis pour ensuite pouvoir aller à Moscou, puisque c'était la deuxième partie de ces déplacements internationaux, pour le 9 mai, pour la célébration du jour de la victoire, où il devait rencontrer Vladimir Poutine pour négocier un nouvel accord gazier qui prend fin au mois de mai et qui permettra à la Serbie de pouvoir continuer son développement économique puisque au niveau énergétique, la Serbie a une alliance privilégiée, enfin un accord privilégié avec la Fédération de Russie, ce qui a permis d'avoir des industries qui se développent grâce à un coût de l'énergie assez réduit. Donc c'était là aussi notre intérêt national de continuer ces rapports-là. Et c'est vrai que parfois on s'étonne depuis la Serbie à regarder d'autres États en Europe qui font des choix qui portent préjudice à leurs intérêts nationaux, que ce soit économiques ou autres. Alors, vous parliez aussi il y a quelques instants de l'implication quelque part de certaines ONG comme celle de George Soros, mais aussi d'autres mouvements plus larges en Serbie. On a beaucoup parlé de la Serbie il y a environ 2 mois, si je ne m'abuse, notamment à cause de grandes manifestations qui secouaient l'intégralité du pays. Ce qu'on comprenait, on voyait des centaines de milliers de personnes dans les rues. Concrètement, où en est cette situation? Est-ce que les manifestations sont définitivement arrêtées? Est-ce que la contestation au président Vučić a augmenté elle aussi? Où en est la situation? Alors, c'est plus calme qu'il y a 2 mois. Maintenant, la crise politique, ou en tout cas ces manifestations, continuent. Pour expliquer brièvement aux- à nos auditeurs français ce qui se passe, vous savez, pour faire un parallèle très simple, le président Vučić, c'est un petit peu en Serbie ce qui a été De Gaulle en France, en plus d'être très grand, puisqu'il fait 1,99 m et le général de Gaulle faisait 1,96 m. Donc, ce sont des grands hommes politiques, mais avec une grande vision de neutralité, d'indépendance. Mais cela ne se passe pas évidemment sans critique, que c'est la vilaine de la gauche, donc de toutes ces ONG sorosiennes et financées par l'Occident, mais aussi parfois de la droite. Qui aimerait que le président soit encore plus nationaliste qu'il ne l'est. Donc on a un petit peu un rassemblement de tous ceux qui sont contre le président. Et je faisais ce parallèle avec le général de Gaulle, où à son époque, il y avait ceux qui lui disaient que le général était un fasciste et un dictateur, et ça venait de la gauche, et puis ceux de la droite qui estimaient que non, il ne l'était pas suffisamment et qu'il devait l'être encore plus. Bon, on est un peu dans une situation comme ça. Le président Vučić, c'est un patriote qui se bat pour son pays sur la scène internationale et aussi sur la scène régionale des Balkans, ce qui n'est pas simple et pas évident, et qui doit en permanence peser chaque décision, puisque nous sommes dans une situation politique, géographique, géopolitique extrêmement compliquée, comme je l'ai évoqué au départ. Et donc, ce n'est pas simple, mais ça fonctionne. Et je crois que c'est la seule voie en réalité pour la Serbie d'être une voie à la fois nationale, à la fois enracinée,
mais tout en étant ouverte économiquement sur son entourage proche et sur l'UE, parce que sans ça, la Serbie repartira en arrière et se retrouvera dans une crise extrêmement profonde. Et alors, ce qui avait suivi, pardon, ces manifestations, c'était aussi des accusations de corruption envers votre gouvernement, justement, de la part, effectivement, de plusieurs partis ONG. Comment vous y avez répondu? Et est-ce que, quelque part, au niveau national, encore une fois, est-ce que la contestation est forte politiquement? Est-ce que les sondages montrent des perspectives défavorables ou est-ce que vous êtes toujours confiant? Les sondages sont plutôt favorables au président Vučić et il y a surtout eu une forme de radicalisation en fait des esprits plus qu'un changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les élections avaient lieu, le président Vučić gagnerait encore largement ces élections. Au niveau des électeurs, il n'y a pas eu un transfert des électeurs du parti au pouvoir vers l'opposition ou d'une partie des abstinents, oui, on dit en français, des abstinents vers les partis d'opposition. Donc c'est, comment dire, kiff kiff bourri, quoi. Ça se tient encore, mais le parti euh, de progressiste de Serbie du président Vučić est largement est dominant. Il est dominant depuis 13 ans, il continue à l'être de manière très large. Le message, en tout cas, qui est envoyé systématiquement par le gouvernement et par le président, c'est que le gouvernement, le pouvoir politique se change dans les urnes et lors des prochaines élections, nous verrons le résultat. Maintenant, il faut que cela se fasse sans pression et sans ingérence de l'extérieur. Et là, on en revient au rôle de ces ONG qui sont très présentes et qui reçoivent énormément d'argent. Et je crois que c'était un scandale d'ailleurs. Dernièrement, j'ai lu ça dans le Figaro. C'était sorti dans un rapport de l'Union européenne où il y avait eu pour 6 milliards et 300 millions d'euros de financement des ONG sur ces 2 dernières années et que la majorité de l'argent est indétectable, ne savent pas où il a terminé. Il y avait cet exemple d'une ONG qui, bien sûr, se bat pour la démocratie, les droits de l'homme et tout ce qu'on connaît, qui avait reçu plus de 500 millions d'euros. Et la Cour des comptes de l'UE avait réussi à retrouver 317 millions, c'est-à-dire que plus de 200 millions d'euros avaient disparu, on ne sait où. Malheureusement, en Serbie, ces montants-là, vous faites énormément de choses. On est dans un pays où, déjà même en France, avec des montants aussi importants, on pourrait faire énormément de choses, mais alors en Serbie, où les salaires sont plus bas, où le coût de la vie est moindre, vous avez vraiment un angle d'attaque et un poids qui est politique, médiatique, énorme. Et donc, mais ça dure depuis des années. Hein. Et c'est pas qu'en Serbie, c'est dans la plupart des pays d'Europe centrale et des pays d'Europe de l'Est. Et on a vu dernièrement que le Alexander Soros a dit qu'il souhaitait transférer une partie des fonds de l'Europe occidentale, puisqu'elle est considérée comme étant soumise à ces dictats idéologiques, vers l'Europe centrale et des Balkans, où justement les peuples sont toujours traditionnels et les dirigeants sont toujours enracinés. Et il pensait, j'imagine, à Fico en Slovaquie, à Orban en Hongrie et à Alexander Vučić en Serbie. Et vous avez parlé justement, bah voilà, vous parliez des manifestations qui ont eu lieu depuis plusieurs mois en Serbie. Et il y a les étudiants notamment, il me semble, qui manifestent et qui demandent depuis quelques jours, ou du moins, la dissolution du Parlement et des élections anticipées, donc ensuite de l'Assemblée serbe. Est-ce que c'est un scénario envisageable? Enfin, qu'est-ce que le gouvernement pense de tout ça? Les élections ont eu lieu il y a pas si longtemps que ça en Serbie. Hein, c'était l'année Hmm. dernière. Et le parti progressiste de Serbie a gagné avec une large majorité. Hein. Il a une majorité absolue au Parlement, une légitimité donc démocratique, politique. Ça ne veut pas dire que, donc, a priori, ce sont des demandes qui ne sont pas forcément justifiées. On verra quelle sera la réponse ensuite du gouvernement si ça devient une demande unifiée de la part de tout un ensemble d'objets politiques d'opposition. Mais pour l'instant, c'est une partie des étudiants qui sont aussi divisés sur ces questions-là qui a fait cette demande-là. Ce n'est pas encore le cas des autres organisations.
ni de la part des partis politiques de l'opposition. Donc, ça demande à être clarifié. Vous avez parlé tout à l'heure d'un des points non négociables de président Vučić et d'une manière générale des Serbes, c'est-à-dire le fait de ne pas renoncer au Kosovo. Justement, à propos de Parlement, le Kosovo, il y a quelques jours, ne réussissait toujours pas à élire la présidence du Parlement. Donc la situation politique au Kosovo a l'air beaucoup plus sombre et confuse qu'en Serbie. Alors, le Kosovo est une partie intégrante de la Serbie d'un point de vue serbe, de la constitution de Serbie, mais aussi d'un point de vue international. Et à l'heure actuelle, les indépendantistes albanais qui ont pris le pouvoir au Kosovo ont tenté, en fait, ils jouent à la démocratie, ils jouent à avoir un État mais sans en avoir ni l'histoire, ni les connaissances. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive dans des situations absurdes où le parti autodétermination de l'extrémiste Albin Kurti a une majorité relative des sièges au Parlement, mais ne parvient pas à avoir une majorité absolue pour faire élire le président du Parlement. Sans l'élection du président du Parlement, il ne peut pas avoir un Premier ministre de désigné. Euh, dans leur soi-disant constitution, ils n'ont pas inscrit qu'est-ce qui se passe lorsque une majorité ne peut pas se définir. Et en revanche, il est marqué que celui qui a terminé, qui a gagné les élections, même de manière relative, est le seul à pouvoir présenter à candidater un président du Parlement. Donc, ils sont dans une situation où ça fait 10 fois qu'il y a eu 10 tours de vote. Et bien sûr, il n'y a aucune solution qui arrive. Mais ce qui est important en ce qui concerne le Kosovo, c'est que, il y a toute une partie des médias occidentaux, voire de certains gouvernements, qui ferment les yeux sur ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est bien pire et c'est plus grave des simples problèmes administratifs. C'est une discrimination systématique du peuple serbe, qui vit dans des enclaves. Ce sont des ghettos. Des prisons à ciel ouvert où les familles vivent derrière des fils de fer barbelés desquels ils ne peuvent sortir sans risquer l'accrochage, l'agression, l'insulte. Il y a plus de 12% des Serbes du Nord Kosovo, qui est une partie rattachée à la Serbie centrale, qui ont dû fuir sur ces 2 dernières années suite aux attaques de la part de la police, mais aussi de la part des extrémistes albanais, et cela dans un silence total. Il y a 2 ans, 2 enfants ont été pris pour cible par un terroriste le jour de Noël. Il y a sans cesse ils ont été blessés donc par balle. Ça n'a fait aucune, aucune ligne nulle part. C'est quand même des choses assez effroyables, comme si il y avait un sentiment de culpabilité de la part de certains médias mainstream qui ont fait la promotion de cette indépendance du Kosovo, qui ont justifié les bombardements de l'OTAN en 99 contre la Serbie. Euh, pour prendre ce petit bout de terre serbe et le donner à des indépendantistes albanais musulmans. Et aujourd'hui, il voit bien que ça ne se passe pas vraiment comme il l'imaginait, qu'il y a beaucoup de violence, que 150 églises et monastères ont été détruits, que les derniers Serbes vivent dans des conditions abominables, mais on se tait. Personne n'en parle parce qu'on se sent coupable. Bien, avec l'association Solidarité Kosovo que j'ai créée en 2004, aujourd'hui, à la tête de ce bureau gouvernemental pour la diplomatie publique et culturelle, notre rôle, c'est aussi d'en faire parler parce que c'est un scandale et les gens doivent être informés de ce qui se passe à 2 heures en avion de Paris, en plein cœur de l'Europe, au début du XXIe siècle. Ça ne se passe pas à l'autre bout du monde, ça ne se passe pas dans le passé, ça se passe aujourd'hui et c'est là, devant chez nous. Concrètement, Arnaud Gouillon, comment pouvez-vous aider les Serbes qui sont, entre guillemets, prisonniers au Kosovo? Alors, je vais parler, puisque j'ai une double casquette, à la fois à la tête d'une association humanitaire et à la fois en tant que membre du gouvernement de Serbie. Donc, je vais d'abord parler avec la première casquette d'humanitaire. Comment on peut faire? Eh bien, tout simplement en développant ces enclaves à vivre en autarcie, en leur permettant de vivre de leur travail et pas d'aide humanitaire. Et c'est la raison pour laquelle
Depuis 2011, nous avons lancé un programme de développement agricole dans toutes les enclaves en créant des complexes, donc des fermes bovines, ovines, avec des laiteries, transformation du lait en fromage, en crème, revente dans des réseaux monastiques et d'enclave en enclave. Ce sont des conserveries, ce sont des distributions de serres agricoles, de bêtes à toutes les populations qui sont très valeureuses, qui sont très travailleuses et qui ont juste besoin d'un coup de main, d'une petite aide au départ pour pouvoir ensuite continuer. Et grâce à ça, nous avons sauvé des villages entiers qui aujourd'hui existent encore et qui n'existeraient plus si nous n'avions pas lancé ces programmes-là. Ce sont aussi des programmes de sécurisation des églises à travers la vidéosurveillance, des sas de sécurité. Le monastère de Visoki Dechani, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité, qui est une merveille et une forme de syncrétisme architectural entre l'Occident et l'Orient, puisque l'Église ressemble à une Église catholique romaine de l'extérieur et l'intérieur est entièrement dédié au rite orthodoxe. Donc c'est une particularité des églises serbes du Kosovo qui ont ce mélange-là, parce que c'est l'histoire de Serbie, un pont entre l'Est et l'Ouest depuis On va, toujours. on va devoir conclure, Arnaud Gouillon, en 2 Je mots, vais s'il vous conclure. plaît. Ce monastère a eu 4 attaques terroristes. La dernière a eu lieu par des islamistes qui ont essayé de rentrer avec des kalachnikovs et ils ont été arrêtés où? Par le sas de sécurité financé par Solidarité Kosovo et par la vidéosurveillance que nous avons mis en place. Donc oui, Mm. notre aide peut sauver des vies, peut sauver des moines, peut sauver des gens en Serbie et dans sa province du sud du Kosovo. Arnaud Gouillon, merci beaucoup pour votre engagement et votre travail. On invite les auditeurs à donner à Radio Courtoisie et ensuite de donner ce qu'il leur reste à Solidarité Kosovo, évidemment.